quand ma mère, Inou, a été annoncée au curé qu'elle avait trouvé une famille pour son enfant, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Il lui a donné un coup de poing. Puis elle est tombée dans les pommes et elle s'est évanouie. Ça a été ça mon premier contact avec la religion catholique, qui disait comment on a enseigné à nos parents à se détester, à haïr ce qu'ils étaient. Tu sais, comment être un Indien, c'était sale, c'était indésirable, c'était pas éduqué, c'était une bête sauvage. C'est tous ces termes dégradants qui font que tu remets en question ta valeur en tant qu'être humain. Il y a eu un holocauste ici. Il y a eu un génocide. Et je vais le répéter jusqu'à ma mort. Même si on essaye de nous diluer ça avec des termes plus édulcorés, mais non, il y a eu un génocide, on a voulu nous détruire, on a voulu nous éliminer. Ils ont presque réussi, mais ça n'a pas marché. Kwei, Maya Kuzido-Molen, je suis de la nation Innu. J'ai grandi sur la côte nord. Sur le long du fleuve et pas très loin de la rivière Mingan. Donc, par quoi continuer? Je suis rentrée dans ce qu'on appelle la vague des 60 Scoop, parce que j'ai été adoptée par une famille non autochtone. Même s'il y a eu la volonté de ma mère, Innu, qui a trouvé ma famille, il y a eu le côté 60 Scoop, c'est le côté où j'ai perdu ma langue et ma culture malgré tout ça. Mais quand même, mes parents adoptifs ont travaillé fort pour faire de moi un humain capable de se battre. Parce que c'est ça que ça prend quand t'es une femme et que t'es une femme autochtone. Parce que mes parents savaient que je partais 2 coches en dessous déjà en étant femme et autochtone. Donc, ils se sont arrangés pour renforcer le petit côté combatif que j'ai encore d'ailleurs. Et ils se sont aussi arrangés pour que je finisse mes études universitaires. Ils voulaient vraiment que je me rende à l'université et ça a été important pour eux. Même si à l'époque, quand je suis arrivée à l'université, c'était pas ouvert et accueillant comme aujourd'hui dans les universités pour les peuples autochtones. Maintenant, il y a plein de belles démarches qui se font, des programmes qui s'ouvrent, des sujets d'études aussi qui s'intéressent aux cultures autochtones. C'est sûr qu'on est dans une période d'équilibre en ce moment. On essaye de trouver un équilibre entre tout ça. J'ai grandi aussi sous la crise d'Oka. Je suis devenue Mohawk cet été-là, sans le savoir, ou Kenyan-Giaga, comme on dit. Et ça m'aura donné un bref aperçu de c'est quoi être autochtone au Canada. Je dis souvent qu'un être autochtone est un acte politique ici. Je le dis dans un de mes poèmes, dans mon premier recueil, qui s'appelle d'ailleurs Bréviaire du matricule 082. Et j'ai pris le temps de publier mes recueils parce que je voulais pas publier n'importe quoi. Je voulais avancer dans ma réflexion, puis je voulais aussi arriver avec des observations ou des constats typiques de ma situation, en étant comme ce que j'appelle une hybride, en étant Innu, mais ayant grandi dans une culture québécoise, mi-québécoise, mi-Innu. Parce que j'ai gardé contact avec ma famille Innu, encore aujourd'hui, et eux me considèrent comme une des leurs sans problème. C'est pas un questionnement qui se fait. Et c'est tout un chevauchement délicat dans une période coloniale, parce qu'on est encore dans une période coloniale, même si on essaye de se lancer des félicitations à cause qu'on sort le mot réconciliation une fois de temps en temps. Justement, on aura le temps de parler de colonialisme, réconciliation, mais en lisant ton recueil, justement, Les enfants du lichen, il y a un poème où tu mentionnes que les lois d'assimilation ont marqué ton enfance. Oui. Et c'est ça, je voudrais en apprendre plus par rapport à ça. Je suis née en 1975, ce qui ne me rajeunit pas. En 1974 se terminait une politique assimilatrice qui s'était ajoutée dans la loi sur les Indiens qui s'appelait l'émancipation. Parce que pour faire un bref retour historique, la première loi sur les Indiens qui a été créée, ça s'appelait sur la loi sur l'assimilation graduelle des tribus sauvages dans les années 1800. Et par la suite, tranquillement, la loi a changé de nom, puis là, c'est la loi sur les Indiens. Et déjà là, cette loi définit mon statut, définit mon identité, et lui donne même une date de péremption
Allez offrir ça à un Québécois ou à un Canadien que son identité expire à telle date. Vous allez entendre des hauts cris, des voix scandalisées. Nous, il faut le prendre puis fermer notre gueule. Ça me tente pas bien, mais bon. Et c'est ça. Moi, ce qui arrivait avec cette loi-là, c'est que comme j'avais été adoptée, mes parents à l'époque, mes parents blancs, n'ont jamais voulu m'adopter légalement. Parce qu'ils étaient au courant de cette mesure-là d'émancipation, parce que ça disait, si un Indien allait à l'université, si un Indien, une femme indienne, par exemple, mariait un Blanc, ou si un Indien était adopté par des Blancs, il perdait son statut, donc perdait son appartenance à sa nation ou à sa communauté. Fait que mes parents n'ont jamais voulu m'adopter légalement. Donc, je me suis ramassée avec des situations comme 2 codes permanentes. C'est les codes qui te suivent dans l'éducation, parce que j'avais 2 noms de famille. Mais comme c'était en région éloignée, il n'y a pas eu d'intervention de la DPJ ou de travailleur social. Le bébé a simplement été donné à la famille, c'est comme ça que ça s'est fait. Et dans mon cas, je pense que ça a bien été, jusqu'à un certain point. Parce que d'autres histoires d'adoption, c'est des histoires d'horreur, de viol, de racisme pur et tout ça. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est pas parce que moi, mon histoire a en partie bien été qu'il faut prendre compte que toutes les histoires des enfants autochtones a bien été. Il faut juste voir le nombre de cimetières anonymes. Donc, justement, donc l'adoption, ça s'est fait assez facilement. Il n'y a pas un processus? Non, c'est ma mère qui a vraiment choisi ma famille. Ma mère l'avait pas eu facile non plus à cette époque-là. Elle avait été mariée de force parce que le curé était là. Le curé était là avec sa présence lourde et ennuyante. Et d'ailleurs, pour raconter rapidement, quand ma mère, Inou, a été annoncée au curé qu'elle avait trouvé une famille pour son enfant, j'étais encore dans le ventre de ma mère, il lui a donné un coup de poing. Elle est tombée dans les pommes et elle s'est évanouie. Ça a été ça mon premier contact avec la religion catholique. Donc, tu comprends que... Très traumatisant. Oui, très traumatisant. Et c'est ma mère adoptive qui me l'a conté parce qu'elle a été affronter le curé en lui disant « Frappe-moi, moi je suis une femme aussi, tu peux me frapper, wow. » Et comme tout bon lâche, il a reculé puis il n'a pas voulu affronter ma mère adoptive. Mais tout ça, fait pour te montrer comment la colonisation est dans ma vie est rentrée comment on dit ça, en filigrane dans ma vie et dans mon identité, dans tous mes actes ou dans ce que j'écris. C'est un exemple déjà dès la naissance. C'était déjà assez... ça a eu un impact assez fort. Et par la suite, en grandissant, il y avait le racisme. Racisme du côté non autochtone. Puis de l'autre côté, c'était que ma communauté, qui a été colonisée aussi assez brutalement, les enfants, comme la génération de mes parents, sortaient des pensionnats. Puis il y a une phrase qui m'a toujours marquée, qui a été dite par une écrivaine, je crois que c'est Naomi Fontaine ou Marie-André Gill, je sais pas, qui disait comment on a enseigné à nos parents à se détester, à haïr ce qu'ils étaient. Tu sais, comment être un Indien, c'était sale, c'était indésirable, c'était pas éduqué, c'était une bête sauvage. C'est tous ces termes dégradants qui font que tu remets en question ta valeur en tant qu'être humain. Et c'était vraiment une volonté de l'État de... Oui. Ouais. Oui, comme dit les lois assimilatrices, tuer l'Indien dans l'enfant. Tuer l'Indien dans l'enfant. Et c'est ça, fait que moi, j'arrivais à une époque où, justement, ma communauté étant blessée, il y avait eu ils ont eu leurs histoires de violence, d'abus et tout ça, donc... j'ai pas été... ça n'a pas été accueilli facilement dans ma communauté que j'ai été adoptée par des Blancs. Donc, ça a été difficile pour moi, mon enfance. Mais par la suite, maintenant, en grandissant avec la maturité, puis en étant aussi mieux éduqué sur l'histoire et les politiques assimilatrices, on est capable de mieux mesurer l'impact de ce qui a influencé les comportements sociaux de ma communauté. Mais justement, quand tu étais adopté, est-ce que tu as quand même gardé un contact avec ta famille dans la communauté? Mm-hmm. Oui, au début, ma mère, Inou, devait m'apprendre la langue Inou, parce que c'est souvent par la mère que passe la langue. Mais comme sa vie était trop difficile dans le village, dans la communauté, elle a préféré quitter. Donc, ça aura été sacrifié. J'y en veux pas pour ça, parce que si elle n'était pas heureuse, c'était peut-être mieux qu'elle parte ailleurs. Mais
Mais je gardais contact quand même avec mon frère, ma soeur, mais c'était périodique. On ne comprenait pas trop non plus qu'est-ce qui était arrivé à notre famille. Parce que c'est vrai que notre famille a vraiment été comme détruite par la colonisation, par les écoles résidentielles. Et... mais je garde contact, puis encore aujourd'hui, je suis en contact. Il y a juste mon père Inou qui est vivant. Mes 3 autres parents sont décédés. Puis on essaye de retisser des liens. C'est sûr que c'est difficile parce qu'on se connaît pas. Mais souvent, c'est plus par mes neveux et nièces qui, eux, font des remarques en disant « Quand tu ris, tu ressembles à telle personne. Ton caractère ou ta manière de t'habiller, ben ça, c'est Anne, ma mère Inou. Donc, ainsi de suite. » Fait que ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Mm-hmm. Et donc, tu mentionnes que tu tisses des liens avec la communauté. Ça a été quand même un processus qui n'a pas été facile, alors? Non, parce que les gouvernements de l'époque avaient tellement bien fait leur job d'assimilation que même encore aujourd'hui, on en ressent les effets, comment l'histoire a été mal enseignée, comment des chapitres ont été complètement mis de côté. Je me rappelle avoir parlé avec une de mes tantes québécoises, puis j'y parlais des écoles résidentielles, puis elle ne savait pas du tout de quoi je parlais, puis même, à la limite, elle ne me croyait pas parce qu'elle pensait pas que ça pouvait arriver, ce genre de choses-là. Et, tu sais, je veux dire, juste enseigner le chapitre des écoles résidentielles, qu'est-ce qui a amené ça? Quel est l'architecte de cette horreur en arrière de tout ça? Parler aussi des 60s Coups, donc de la rafle des années 60, 70, 80, des charniers, des cimetières anonymes. Je veux dire, il y a eu un holocauste ici. Il y a eu un génocide. Et je vais le répéter jusqu'à ma mort. Même si on essaye de nous diluer ça avec des termes plus édulcorés, mais non, il y a eu un génocide, on a voulu nous détruire, on a voulu nous éliminer. Ils ont presque réussi, mais ça n'a pas marché. Encore aujourd'hui, il reste de 55 à 60 nations survivantes au Canada pour environ 630 communautés. OK. Et mais c'est ça, je trouve problématique. Tu mentionnes que cette histoire est cachée, cette histoire n'est pas racontée. Même moi, disons, quand je suis allé à l'école secondaire ou voir au cégep, on m'a pas vraiment parlé des pensionnats ou de cette histoire obscure. C'est plutôt à l'université où j'ai pris vraiment un cours spécifique où j'ai appris tout ça. Mais sinon... Puis encore, c'était peut-être même pas dans le détail. C'est ça, c'est un cours de 45 heures, donc c'est... Oui, on aura assez pour 2 sessions universitaires. Exactement. Tu sais, parce que si on prend chaque nation a ses particularités, a son histoire. Puis des fois, si on va même plus loin, chaque communauté dans une nation a un parcours différent, a une histoire différente. Donc, si on ferait la ligne du temps de toutes ces nations-là, ça serait un beau tricotage. Oui, exactement. Et mais la question que je me pose, c'est tu étais adopté et à un moment donné, tu te posais des questions. Tu te disais, pourquoi j'étais adopté? Mais je le savais très jeune que j'étais adoptée. Ça n'a pas été un choc pour moi. Ma mère s'est arrangée, ma mère québécoise s'est arrangée que je sois au courant. Puis j'avais ma face aussi. Je veux dire, je suis tellement typée. Tu sais, j'ai vraiment l'air d'une Inou 100%. 6-1, les gens vont comprendre l'allusion. Mais mes parents, malheureusement, n'avaient pas eu non plus l'enseignement de l'histoire comme on aurait aimé l'avoir, mais ils étaient quand même sensibles à beaucoup de choses. Donc, ils ont fait de leur mieux pour m'instruire, puis m'encourager à aller chercher ce que j'avais de besoin. J'ai commencé à réaliser l'horreur de cette histoire quand j'ai lu sur le massacre de Wounded Knee aux États-Unis. Okay. C'est quoi exactement? C'était des Autochtones, je ne me rappelle plus de la nation, si c'est Sioux, Cherokee, je ne sais pas trop, mais ils s'étaient rassemblés pour faire comme une espèce de cérémonie, puis il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, et l'armée américaine les a tirés à bout portant. Wow. C'était dans les années 1800. Laisse-moi regarder, Wounded Knee. Parce que c'est ça, je pense qu'ils voulaient faire une cérémonie, une danse, ghost dance, je sais pas trop, et ils ont été, c'est ça, massacrés. Donc les forces policières sont venues et ont tiré sur tout le monde. Hein? Oui. Oh, oui, les enfants, ce que tu veux. 1890. Oui, c'est ça. Le 29 décembre, à Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. 300 membres de la nation Lakota
dont plusieurs dizaines de femmes et d'enfants sont tués par l'armée américaine. Ouais, 500 soldats que ça a pris. Ils ont encerclé le campement. Donc, 500 soldats se sont déplacés pour tirer sur 300 personnes. Ouais, 120 guerriers et 230 femmes et enfants. Ouais, c'est carrément un massacre. C'est un massacre. Ouais. Donc, c'est quand tu as appris sur cet événement-là? Je suis devenu dans un état de colère qui a duré 10-15 ans, qui a tranquillement muté en autre chose. On me dit calmement enragé, des fois, quand on me décrit. C'est parce que c'est comme une rage ou un souvenir historique qui est jamais très loin quand je sens que les discours politiques dérapent quand ça nous touche à nous. C'est jamais très loin, puis même des fois, je trouve que ça peut effrayer certaines personnes. Il y a des gens, des fois, que je sens qui ont une crainte face à moi, face à ce que je peux dire. C'est pas une crainte physique, tu sais, je suis jamais quelqu'un qui va frapper quelqu'un, mais il y a quelque chose peut-être dans mon énergie que je dégage, des fois, dans cette colère légitime, qui peut des fois intimider. Mais tu avais mentionné aussi au début que être une personne autochtone, c'est déjà un geste politique. Oui, oui. Donc, sûrement, ça dérange. Ça dérange de parler, ça dérange de dénoncer, ça dérange d'instruire. Bizarrement, je trouve, je fais partie d'une agence, l'agence Ninan. On a une agente qui... tu sais, on est quelques artistes. Et il y a moi, Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Réal Junior Leblanc et deux, trois autres personnes. Et je lui demandais à mon agente si on avait eu des engagements pour le 21 juin cette année. Rien. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on est trop distraite par ce qui se passe dans le monde? D'ailleurs, ben, c'est sûr que ce qui se passe avec les États-Unis en ce moment, c'est stressant. Ce qui se passe avec l'Ukraine, puis, tu sais, je veux dire, la situation mondiale peut être stressante, je peux la comprendre. Mais en même temps, c'est pas une excuse pour pas apprendre. Puis il y a toujours un enjeu de... C'est comme une paresse intellectuelle de la part peut-être des générations plus vieilles. Parce que je vois qu'il y a un intérêt des jeunes générations. Il y a un intérêt, puis il y a une colère aussi. Pourquoi on nous a pas appris ça? Pourquoi on n'est pas au courant de ça? Pourquoi on nous a pas encouragé à connaître les Inuits, connaître les Mohawks, ou créer des liens avec eux? Donc, il y a peut-être une paresse sociétale sur certaines affaires, surtout en ce qui concerne l'histoire des Premières Nations. Ouais. Mais c'est aussi une des questions que je me pose. Je me dis, comment ça se fait? J'ai pas appris ça. Je suis né ici, ça fait partie de l'histoire. Il y a des travaux qui se font entre, mettons, je pense, le Conseil en éducation des Premières Nations et le ministère de l'Éducation. Mais quand on regarde les ratés du gouvernement actuel, qui est un gouvernement caquiste, quand j'entends des gens comme Éric Bédard, qui est historien, mais je mettrais historien entre guillemets, parce qu'il aurait besoin d'accentuer ses recherches sur certains sujets. Il disait que l'histoire des Autochtones, c'était l'âge de pierre. Ah ouais? Ouais. Fait que ça, je suis vraiment maudit après lui. Parce que j'ai déjà croisé cette personne-là dans une autre époque, quand j'étais au cégep. On a à peu près le même âge. Puis de voir qu'il n'a pas compris mieux que ça l'histoire, puis qu'il nous sort des inepties comme l'âge de pierre, je dirais, mon gars, t'as raté un cours. Ou t'as raté une occasion de paraître brillant. Exactement. Et ça ressemble beaucoup aussi au discours des colonisateurs qui disaient... il faut venir civiliser, entre guillemets. Oui, il faut nous sauver. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas la première fois que j'entends ça. On nous a sortis de l'âge de pierre, on vous a sauvés. Parce que ce qu'ils ne rappellent pas, c'est que les premiers arrivants sont arrivés, ça sentait pas la rose, puis ils étaient malades. Donc, il y a du monde qui les a sauvés aussi. S'il faut jouer cette game-là, il faut se rappeler d'abord l'histoire. C'est quand même incroyable que même maintenant, il y a encore des personnes qui ont ce discours. Ça, c'est de la mauvaise foi. Moi, je trouve que l'un des pires défauts de l'humanité, sur certaines affaires, c'est la mauvaise foi. Quand tu t'enfonces dans quelque chose qui est mal, puis que tu le sais, mais que tu continues pareil. Ça, c'est être paresseux rare, puis être méchant rare aussi. Surtout quand maintenant, on n'a plus d'excuses pour apprendre l'histoire maintenant. On va faire des recherches sur Internet, on peut engager des conférenciers, conférencières, on est plusieurs. On a chacun une manière d'apporter l'histoire.
une manière qui est intéressante. Et sinon, s'il y en a qui veulent être instruits par des gens qui leur ressemblent, ben, il y a les témoignages de Serge Bouchard à la Commission Vient, qui sont disponibles sur YouTube. Tu tapes Serge Bouchard, Commission Vient, il y a tellement une voix radiophonique, il y a une manière de raconter qui est prenante. Il n'y a pas d'excuse. Et justement, tu mentionnais alors que quand tu as appris sur ce massacre de 1870, ça t'a créé... mais Ben, je me sentais comme une moins que rien. Puis avec la crise d'Oka qui avait passé aussi à l'époque, tu sais, je me faisais insulter dans les rues. Je me suis fait interdire l'entrée d'une discothèque en région. Oui, je venais d'une région où il y avait un train pour les Indiens puis un train pour les Blancs. Il y avait un wagon pour les Blancs, wagon pour les Indiens plutôt. Et même, c'est ça, il y avait une discothèque qui interdisait l'entrée aux Indiens. C'est carrément de la ségrégation. Oui, c'est ça. On n'a rien à envier à des pays comme l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Rwanda. Tu sais, on aussi, on a nos histoires d'horreur. Oui, et mais dans l'époque de la crise d'Oka, alors comment... Mes parents m'ont protégée. À l'époque, ils ne voulaient pas m'envoyer à l'école parce que j'étais rendue au secondaire 2, 3. Ils ne voulaient pas m'envoyer à l'école secondaire du coin, ils m'envoyaient à l'école privée, dans une ville à peu près 2 heures de chez moi. Donc, secondaire 3, 4 et 5, j'étais pensionnaire. Mais c'est une des classes plus petites. C'était aussi mieux encadré, donc j'ai jamais vraiment vécu de racisme. Ou s'il y en avait, je le sentais pas. Parce qu'il y avait d'autres Autochtones qui allaient aussi. On se parlait pas beaucoup entre nous. Il y avait comme une gêne, je sais pas trop, parce qu'on nous avait tellement pas appris notre histoire qu'on savait peut-être même pas comment être unis. Et cette gêne, est-ce que c'est un peu, comme tu le mentionnais, que, tu sais, dans les pensionnats, on apprenait un peu... on apprenait aux personnes de s'haïr. Ouais. Est-ce que c'est comme quelque chose qui est resté... Je sais pas. Faudrait poser la question aux gens. C'est ma perception de mon bord, mais de leur côté, je le sais pas. Je ne sais pas comment ces gens-là, les gens de mes contemporains à cette époque-là, ont vécu cette information-là, ont vécu, parce que ça venait du comportement des parents. Comment les parents, par la suite, je veux dire, les enfants qui avaient été dans les pensionnats, qui avaient vécu des abus et qui avaient survécu, malheureusement, reproduisaient ces comportements-là sur leurs enfants. Puis, tu sais, des fois aussi, ils faisaient sentir à leurs parents comment c'était honteux d'être un Indien. Donc, il y avait une partie de la leçon qui avait bien rentré, mais il y en avait d'autres qui avaient résisté aussi. Tu sais, je dis pas que c'est tout le monde qui faisait ça, mais ça a affecté quand même. Et c'est là où ça affecte encore des générations. C'est ça, et c'est là où ça apparaît les traumas intergénérationnels, les problèmes intergénérationnels. Exactement. Mais là, tu sais, je comprends maintenant pourquoi dans ton recueil, tu dis, à un moment donné, tu parles de ce colonialisme brutal que tu apprends dans la douleur. Et un peu, tu sais, dans un autre poème, tu parles de racisme. Oui, il faut le dire. Exactement. Ben là, tu mentionnes que tu n'as pas vraiment vécu, mais tu le vois quand même. Ben, il y a une plainte. On a déposé une plainte au centre, à la Commission des droits de la personne contre mon dernier employeur pour racisme systémique. Donc, je dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai la vérité ultime, mais pour se rendre là et pour que je reçoive l'appui d'un centre de recherche sur le racisme et qui m'aide à monter la plainte, à quelque part, il y a peut-être des choses qui résonnent plus fortes qu'on pense. Et concernant le racisme systémique, oui. Il y a le Canada qui le reconnaît, mais il y a le Québec qui ne le reconnaît pas. Ça ne m'étonne pas des caquistes. Ah ouais. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'à quelque part, c'est générationnel, la perception. Ça a un impact. Donc, il y a une certaine génération de Québécois, puis c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais une certaine génération qui va nous voir comme des êtres inférieurs. Puis c'est comme des billets inconscients, parfois. Des fois, c'est conscient. Écoute... j'ai travaillé au secrétariat aux affaires autochtones dans les années 97-98. Et c'était à l'époque du ministre Guy Chevrette, qui s'occupait des relations avec les peuples autochtones à l'époque, pour le gouvernement du Québec. Et lui, son mantra, c'était « On est condamnés à vivre ensemble ». Condamné? Oui. Déjà en termes de... Ah, c'est doux, c'est gentil, c'est vraiment... Tu sais, moi, je
marquée par ces paroles-là. Et je suis marquée aussi par comment l'ignorance, ça peut te faire dire des niaiseries. Ouais, l'ignorance crasse. Tu sais, parce qu'ils nous voyaient tous comme des Indiens, ils faisaient un amalgame. Alors que tu peux pas comparer un Nehero Wizio à un Kenyan Geauga. Nehero Wizio, c'est Atikamekw. Kenyan Geauga, c'est ce qu'on appelle les Mohawks. Fait qu'il y a des différences frappantes. Ouais, c'est pas un bloc homogène. Non. Loin de là. Non, c'est ça. Ouais. Et donc là, tu mentionnes que c'est vraiment un truc générationnel, dans le sens que ça reste et c'est difficile à déconstruire. C'est difficile, oui. Ça ne sera pas déconstruit de ma génération, ni peut-être de la génération de mes neveux et nièces, mais c'est quelque chose qui avance lentement. Mais ça avance. Ça, par exemple, tu sais, je veux dire, tout n'est pas noir. J'ai quand même vu des changements positifs depuis la crise d'Oka, des choses que je pensais jamais voir, mais que je vois maintenant, puis que je peux être une actrice dans ces rôles-là. Je peux jouer mon rôle, je peux amener le souffle de ma passion décoloniale dans tout ça. Ouais. Et il y aurait quoi comme exemple de changement positif? Bien, commencer à créer des rôles spécifiques aux relations avec les peuples autochtones. Moi, un des plus beaux postes que j'ai occupé, c'était pour la firme Évoque Architecture, ici à Montréal, où j'étais conseillère en développement communautaire Premières Nations et Inuit. Et mes deux principales tâches, c'était d'autochtoniser Évoque, donc d'amener les architectes, le personnel du bureau dans une compréhension plus avancée et plus sensible des communautés, puis de faire connaître la philosophie de la firme aux communautés autochtones pour pouvoir travailler avec eux. Fait que ça a été... je pensais jamais avoir des postes comme ça, là. Au début, c'était quasiment du tokenisme. Tu étais quasiment l'Indien de service du ministère ou l'Indien de service de telle organisation. Mais maintenant, on voit qu'il y a une transition dans tout ça. Mais c'est ça, je me demandais, c'est comment on peut savoir que c'est pas du tokenisme? C'est dans l'implication et la volonté de changement des dirigeants de ces différentes institutions, organisations, firmes, etc. Donc, c'est vraiment avec cette implication des dirigeants que tu peux constater si c'est une vraie volonté ou si c'est vraiment aussi juste une façade. Oui, on peut le voir. Puis c'est pas évident pour des gens d'une génération, tu sais, mettons, là, celle du premier ministre Legault, on va le dire, de faire l'acte d'humilité que ce qu'on leur a appris sur les Autochtones, c'est pas nécessairement bon, c'est raciste et c'est quelque chose qui est très blessant. Puis de vouloir remplacer ça par d'autres connaissances qui nous amènent ailleurs. Il y a une certaine paresse, puis il y a aussi peut-être une incrédulité. Je sais pas. Il faudrait peut-être poser la question à ces gens-là pour comprendre. Mais tu sais, se remettre en question, des fois, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Mais c'est ça, je me demande quels sont les éléments, je sais pas comment je pourrais dire, des éléments, des facteurs gagnants pour faire en sorte qu'il y ait un éveil collectif au Québec. Malheureusement, ça prend des drames, ça prend des morts. Joyce Echaquan, Madame Joyce Echaquan, ça aurait pris une preuve comme ça pour montrer l'horreur du racisme qui existe encore aujourd'hui. Les paroles qui ont été dites à cette femme-là dans ces derniers instants, juste y penser, je suis en colère encore. J'ai une rage. Je voudrais pas croiser les gens qui lui ont adressé ça. Ça me servirait à rien, ça serait pas constructif pour personne, mais c'est quelque chose pour moi qui est impardonnable. Je peux être rancunier sur certaines choses, ça, c'en est une. Et c'est pour ça aussi que tu as écrit un poème dans Les Enfants du Licane. 2 ou 3 poèmes pour Madame Echaquan. Ouais. Et j'avais entendu parler, et tu me diras si je me trompe ou pas, mais ces genres de propos, c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps, c'est ce que c'était pas filmé auparavant. Non, c'est ça. Puis on ne nous croyait pas. On disait toujours qu'on exagérait. Ça, je me rappelle. Même ici, quand tu es autochtone, il faut que tu prouves 2 fois plus ta valeur. Puis quand tu es une femme, tu multiplies ça par 4. Tellement là que je me rappelle quand ils ont commencé à parler des charniers et des cimetières anonymes,
l'interlocutrice qui s'occupait de ce dossier-là au gouvernement fédéral, à un moment donné, elle a rapporté des faits qu'il y avait des groupes de non-autochtones, des Blancs, qui s'apprêtaient à aller dans un de ces cimetières-là. Je pense que c'est lui de Kamloops, je suis pas sûre. Parce que ça leur prenait des os, ça leur prenait des preuves. OK. Ils auraient été prêts à profaner des tombes pour aller voir s'il y avait vraiment des petits squelettes. Et ça montre à quel point Montre à quel point l'humain peut être méprisable. J'y pense, puis je suis comme en colère, là, rage. Et tellement que, c'est ça, elle a intervenu durant l'été passé, je pense, à peu près, oui, l'été passé, où il y a un article qui est paru dans Radio-Canada. Elle a montré trois photos qu'elle avait soigneusement choisies. On voyait une où on voyait des enfants en train de creuser une tombe. Dis-moi dans quel pays de fou qu'on demande à des enfants de creuser des tombes. Nomme-moi un. J'aimerais ça, savoir. Attends, si j'ai bien compris, c'est actuellement... À l'époque, à l'époque des écoles résidentielles, quand il y avait des enfants qui mouraient d'abus ou parce qu'ils s'étaient enfuis ou parce qu'ils étaient malades et mal soignés ou même à cause des expériences médicales qu'ils ont faites dans les écoles, oui, ils demandaient aux enfants de creuser les tombes. Donc, aux mêmes enfants autochtones, on leur demandait de creuser des tombes pour enterrer une... Oui. Pour enterrer un des leurs. Puis encore, il fallait que ça soit économique. Il pouvait être plusieurs corps dans un cercueil, vu que c'est petit, un corps d'enfant. Il pouvait être 2 ou 3 par tombe. Et ça, c'est traumatisant. Imagine pour un enfant faire ça. Moi, je trouve qu'il y a des claques puis des coups de pied qui se sont perdus à ce moment-là. Non, j'aurais peut-être pas vécu longtemps à cette époque-là. Je pense que j'aurais été trop revendicatrice puis trop en colère. J'aurais disparu. Mais c'est pour ça qu'il y a des fois, je me demande si je porte pas la rage de mes ancêtres en moi. Des fois, j'écris certains de mes poèmes, puis je dis, c'est moi qui ai écrit ça. Dans quel état de transe j'étais? Il y a des poèmes que vraiment je me demande, mon Dieu, où étais-je? À quoi je pensais quand j'écris ça? Et... oui, parce qu'il y a une certaine... Il y a quelque chose qui m'habite, il y a quelque chose qui vient me chercher. Donc, il y avait, c'est ça, il y avait il y avait cette photo-là. Je me rappelle pas des autres photos, mais elle qui m'avait marqué, c'est ça. C'était les enfants en train de creuser. Puis le constat qui était plusieurs par cercueil. C'était assez traumatisant. Puis je sais pas pourquoi nous, on nous demande, à nous, les gens des Premières Nations, de toujours prouver 2-3 fois plus que n'importe qui d'autre ce qu'on est, ce qu'on revendique, ce qu'on a habité, ce qu'on a perdu. Ça, il faudrait que les gens se posent vraiment la question. Ceux qui pensent de même, là, réfléchissez à ce que vous faites ou réfléchissez à la mentalité que vous avez parce que c'est méprisable. Et c'est des obstacles supplémentaires. Oui, à la, entre guillemets, réconciliation, parce que je ne tripe pas sur le terme réconciliation. Ouais. Je ne l'aime pas. Et pas parce que je suis contre, mais il est mal choisi. Mais c'est justement un des thèmes que je voulais explorer parce que dans un des poèmes, tu parles de réconciliation et comme quoi aussi c'est difficile de guérir dans une société qui oublie. Donc, c'est ça. Quelle est ton opinion par rapport à la réconciliation? Pour moi, la réconciliation, ça implique que tous les partis ont fait quelque chose de mal. Puis je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on a fait de mal, nous, quand les premiers colons sont arrivés. Oui, il y a eu des guerres, oui, il y a eu des massacres, mais je veux dire, on a été envahis. On n'a jamais demandé à être colonisés, on n'a jamais demandé à être assimilés. On leur a jamais demandé de violer nos femmes ou de violer nos enfants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de mal, à part essayer de les croire puis de s'adapter à eux? Fait qu'à quelque part, moi, je pense qu'il faut repenser le terme. Il faut penser à quelque chose comme collaboration, co-création. Puis encore aujourd'hui, ce qui appelle réconciliation, c'est pas garanti à 100% que c'est de la réconciliation. Parce que selon moi, en ce moment, les principales institutions au gouvernement, ils veulent bien se réconcilier, mais tant que ça reste dans leurs paramètres, et leur manière de faire. Parce qu'ils ne sont pas prêts à nous laisser du pouvoir. Ils ne sont pas prêts à nous laisser l'autodétermination. Ils ne sont pas prêts à ce qu'on vole de nos propres initiatives pour amener les choses. Pour l'avoir vécu dans certains emplois, je peux te dire qu'en ce moment, surtout plus tu montes, mettons, dans une certaine administration qui est masculine et blanche, ils ne sont pas prêts de laisser aller
une femme autochtone ou une personne autochtone, leur dire comment changer, puis quoi abandonner ou quoi laisser la place à pour vraiment se réconcilier. Ça, sont vraiment pas prêts. Peut-être dans une génération, ils vont peut-être commencer à changer, mais ça prend beaucoup, ça prend un grand travail, puis ça prend aussi une personne, on revient à l'idée de se remettre en question. Je ne l'ai pas entendu de beaucoup de monde, mais je l'ai entendu, tu sais, que oui, je suis prête à laisser mon emploi pour que cette personne-là, autochtone, la prenne, parce que il y a un prix à la réconciliation. Nous, je pense qu'on a assez payé en termes de sang et de misère, que maintenant, ce qu'on demande aux autres, ce qu'on demande aux non-autochtones en ce moment, c'est d'accepter de nous laisser un peu de place, de faire confiance à nos façons de voir, parce qu'on leur a longtemps enseigné que nous, ce qu'on était, on allait disparaître, on n'était pas bon, on n'était pas intelligent, on n'était pas beau. Là, à un moment donné, c'est ça, il faut tasser ça, ces vieilles idées-là, puis laisser la place à d'autres. Puis même moi, des fois, je le vis d'une manière, OK, là, il faut que je change quelque chose en moi, il faut que je change quelque chose dans ma manière de penser. Tu sais? Fait que c'est pas évident, puis c'est pas donné à tout le monde. Je suppose que ça montre aussi les legs du colonialisme, donc... Le legs vivant, toujours vivant. Oui, c'est ça, donc... de dire comme oui, on croit à la réconciliation, mais c'est nos paramètres. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une vraie réconciliation? Non, non, c'est pas une vraie réconciliation. Parce que ça avance pas. Quand c'est une réconciliation comme ça avance pas. Parce que souvent, pour l'avoir vécu, on est sous-équipé. On est souvent seul dans ce travail-là. Puis des fois, les équipes avec qui on peut travailler, ils n'ont pas toujours le réflexe de se poser la question, est-ce que j'ai envisagé l'aspect autochtone? Il faut leur rappeler, puis quand on le rappelle, il y a comme un sentiment de culpabilité et de malaise, alors que c'est pas nécessairement ça. Tu sais, mon travail, c'est de te rappeler qu'on existe. Oui, ça se peut que tu te sens mal parce que, oups, t'as oublié. Mais si tu es capable de comprendre que ça vient toi aussi d'un traumatisme intergénérationnel, les colonisateurs aussi en ont un trauma intergénérationnel. Ah ouais, dans quel sens? En fait, je vais te partager une expérience que j'ai vécue quand j'étais à Berlin. Longtemps dans mon existence, puis je sais qu'en ce moment, avec le contexte politique, parler de l'Holocauste juif, c'est un peu difficile, mais c'est un fait historique, on ne peut pas le tasser. Mais je m'en allais à Munich, en Autriche, et j'avais lu un guide touristique. Et dans le guide touristique, il disait à Munich de ne pas rappeler aux vieux Munichois la période de la Shoah. Là, je fais, ah ouais, comment ça? Et j'avais toujours eu un malaise à m'instruire sur l'Holocauste. Pourquoi c'était arrivé, puis toute l'horreur qui encadre ça, parce que c'est horrifiant quand tu commences à lire là-dessus. C'est juste peut-être dans les dernières années que j'ai commencé à m'intéresser à ça, parce que j'ai un projet de poésie à faire là-dessus. Et il y avait quelque chose qui était insoutenable pour moi. J'avais réussi à écouter la liste de Schindler il y a longtemps, quand j'étais à l'université, puis j'ai pleuré ma vie. Puis là, j'ai pu l'écouter dernièrement, après toutes ces années. Bon, ça a été dur aussi, moins émotive, mais puis c'est ça. Puis j'avais toujours comme une crainte d'aller dans ces pays-là, comme l'Allemagne, mais je comprenais pas pourquoi. Et j'étais dans le train de l'aéroport qui m'amenait vers Munich, et je parlais avec un ami au téléphone, puis il dit, tu sais, Maya, à Munich, c'est là qu'est née l'idéologie nazie. Mais ça m'a gelé sur le coup. Et je suis venu vraiment mal. Fait que quand je suis arrivé à Munich, j'étais mal, je me sentais pas bien. Je me sentais comme dans un lieu maudit. Tu sais, encore imprégné de tout ce sang. Et pourtant, j'aime l'Autriche, ce pays-là, parce que pour moi, comme toute jeune adolescente à l'époque, Romy Schneider m'avait séduite avec l'histoire de Sissi, mais quand on commence à s'intéresser à la vraie personnalité historique, c'est autre chose que les films de Sissi. C'est plus troublant, c'est plus énigmatique, c'est plus réaliste. Donc, quand j'allais à Munich, moi, j'avais cette idée-là, tu sais, d'aller sur le territoire des Wittelsbach, puis comprendre tout ça, mais toute l'histoire de l'idéologie nazie est rentrée et j'ai commencé à écrire là-dessus. Et après, quand j'étais à Berlin, j'ai demandé si je pouvais aller voir un camp de concentration. Et on m'a amené à Oranienburg, Sachsenhausen. Et j'étais avec une dame germano-québécoise. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai consolée sur les lieux. C'est bizarre parce que quand j'arrive dans ces lieux-là, très émotifs, je deviens assez froide. Comme c'est une façon de me protéger.
Et j'avais lu, en fait, ce qui est arrivé, c'est j'avais trouvé un vlog d'une jeune étudiante allemande qui était en France et qui nommait les différences entre les pays. Parce qu'on a des fois l'habitude de prendre l'Europe comme un amalgame, alors que non, tu sais. Et elle parlait de ce qu'on appelle la culpabilité collective. La culpabilité qui habite les Allemands face au Troisième Reich. Et comment ça se porte de génération en génération. Je parlais avec un professeur allemand qui me disait que ça lui avait pris un certain temps avant de faire son coming out allemand, avant d'avouer qu'il était allemand. Puis il me disait qu'il y avait des enfants des grands officiers allemands, grands officiers nazis, qu'il y en a qui se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre avec l'héritage familial. Et ce sentiment de culpabilité-là, je le voyais ici au Québec quand je donne des conférences. J'avais beaucoup de gens, de non-autochtones qui venaient me voir, tu sais, qui me disaient comment ça les avait émus, mais comment ils se sentaient mal à l'intérieur. Puis, fait que ça m'avait amené à modifier mon introduction. Je disais, vous allez entendre des choses difficiles. Ça va vous frapper, ça va vous faire de la peine, puis vous allez vous sentir coupable. Mais moi, je vous dis que c'est pas de votre faute. Puis encore moins de votre faute si vous voulez travailler à réparer, à guérir avec nous. C'est sûr que si pour vous, la loi sur les Indiens, c'est une bonne affaire, là, on a un problème. On a un sérieux problème. Mais en général, j'avais pas de gens qui me disaient ça. Pour eux, c'était comme effroyable ce que je leur racontais. Et donc, ils partagent ça au Canada, Québécois, l'Allemagne. Yes, en fait, tout pays, je pense, qui est touché par un génocide, un massacre du genre, il y a quelque chose. Et pour ces personnes, disons, qui se sentent mal quand ils découvrent ce genre d'événement, je me demande, mais comment on peut faire en sorte d'être des alliés? Il faut pas avoir peur d'affronter l'histoire. Mais il faut aussi se dire que c'est pas la personne qui a écrit la loi sur les Indiens. C'est pas la personne qui a parlé de nous mettre en école résidentielle, mais d'accepter que oui, en ce moment, il y a des conséquences, puis il faut travailler ensemble. Ça peut être un beau projet de société. Tu sais? Mm-hmm. Moi, je suis fier quand je vois des gens des nations autochtones qui nous représentent, mais pas juste pour l'apparence. Comme tu le mentionnes, c'est de ne pas avoir peur d'affronter l'histoire. Et c'est ça qui peut être terrifiant aussi pour certaines personnes que tu connais pas nécessairement l'histoire, mais parce qu'on te l'a occultée. Que ces gens-là vivent un peu la même crainte que moi j'avais par rapport à l'Holocauste. Pas parce que je m'identifiais dans tout ça, mais de reconnaître que l'humanité peut parfois être vraiment cruelle, puis horrible. Tu sais, parce que il y a des histoires que pour moi, même moi, je trouve difficiles à accepter, mais quand les curés violaient les jeunes pensionnaires, il y en a qui tombaient enceintes. Et le bébé, il s'en débarrassait dans la fournaise. Ah ouais? Ouais. Ouais. Tu iras voir le documentaire sur Sugar Cane là-dessus. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des éléments de même que tu dis que on devrait savoir, mais on ne sait pas? Oui. Justement, ces histoires-là. Le comportement des curés, le comportement des religieuses. Même moi, j'ai vécu de l'abus des religieuses. J'étais très jeune. Et une négligence grave et tout ça. J'ai tout vécu ça. Et l'abus que le curé a fait sur ma mère quand il l'a frappée, tu sais, ces choses-là, faut en parler. Il faut pour justement que ça n'arrive plus. Je me rappelle quand ça a commencé à sortir, nous, on était au courant des cimetières et tout ça. Mais je voyais, il y avait des Québécois qui avaient des réactions fortes. Il y en a qui apostasiaient, qui envoyaient leur formulaire d'apostasie au Vatican pour ne plus être dans la religion catholique. D'où la nécessité d'en parler. Oui. Oui, puis... Mais est-ce qu'il y a... parce que tu en parles dans ton recueil, tu le mentionnes que c'est un geste politique, etc. Mais comme tout geste politique, il y a toujours des personnes qui sont contre ça ou des personnes qui veulent rien entendre. C'est une réalité aussi que... De mon vivant, je me rappelle avoir vécu un geste vraiment terrible de la part de 2 fonctionnaires québécois. C'était sous l'époque de Lucien Bouchard.
il y avait ce qu'on appelle le Sommet du Québec et de la jeunesse. Au début, c'était le Sommet du Québec, c'était le Sommet de la jeunesse. Mais après ça, c'est devenu le Sommet du Québec et de la jeunesse. Fait qu'on voyait ce qu'ils mettaient à priorité. Et puis là, ben, ils ne savaient pas comment faire avec la représentation autochtone. Et encore aujourd'hui, c'est un peu dur à retenir là, pour eux. Mais je me rappelle, au début, je travaillais au secrétariat aux affaires autochtones. Dans ce dossier-là, excuse-moi. Je travaillais aux affaires autochtones dans ce dossier-là et entre-temps, j'avais assisté à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des femmes autochtones du Québec et j'étais devenue leur première représentante jeune. Je m'étais présentée comme ça. Moi, j'avais pas comme le côté du conflit d'intérêts. Tu sais. Il y a quelque chose d'absurde dans tout ça. Et puis je le comprenais pas non plus comme les gens du gouvernement du Québec le comprenaient. Parce que quand ils ont su que j'étais devenue représentante jeune, ils disaient là, t'es en conflit d'intérêts, tu sais. Tu peux pas travailler ici puis être représentante jeune. Fait que mon contrat s'est terminé. Mais au moment même, j'en venais à faire partie de la délégation des représentants jeunes. Puis il y avait 2 fonctionnaires qui nous suivaient tout le temps. Et quand ils m'ont vu arriver à l'entrée du centre des congrès pour aller chercher ma passe, ils m'ont vraiment violemment saisi par le bras, puis ils m'ont serré fort en disant, là, Maïa, il faut que tu choisisses, c'est les femmes autochtones ou c'est le Québec. Ah ouais, c'est comme un ou l'autre. Ouais. Comment tu veux que je renie ce qui est marqué génétiquement dans mes traits, dans mon histoire, dans mon cœur innocent? Moi, ma réponse est venue tout de suite, femmes autochtones. Ouais. Tu sais, puis je veux dire, c'est quoi? T'es en train de me dire que si je m'assimile à votre société, il faut que j'oublie ce que je suis? Il faut que j'oublie la richesse de ma culture, la richesse des enseignements de mes ancêtres, de mes aînés, de ma famille, pour faire plaisir à des gens qui me méprisent d'avance? Oh, minute. Et dans leur perception à eux, c'est vraiment dans le Québec, il n'y a pas d'ici. C'est le Québec. Ouais. Est-ce que c'est pour ça, si je me rappelle bien, dans un des poèmes, tu dis vous comprenez pas mon histoire ou un truc de même? Oui, ils la comprennent pas, puis certains ont peur peut-être de reconnaître l'horreur de ce qui s'est passé. C'est pas encore évident pour bien du monde. Tranquillement, ça s'en vient, parce qu'à force des prises de position, comme il y a eu la commission Vérité-Réconciliation, tu sais, la commission royale sur les peuples autochtones aussi, la commission vient, où j'ai moi-même témoigné, c'est là. Tu peux pas le nier. Des gens qui ont témoigné, qui sont venus parler de leur vécu, de ce qu'ils ont subi comme discrimination. Mais je ne sais pas pourquoi, encore aujourd'hui, des fois, on peut sentir une résistance. Mais comme je te dis, de la part des plus jeunes, des jeunes générations, je sens plus qu'il y a une curiosité, une décision, une volonté de mieux comprendre. Parce que même si je travaille plus chez Évoque, à un moment donné, j'étais critique pour des projets d'architecture et c'était un atelier d'architecture en milieu autochtone parce qu'on a de la misère d'avoir encore des architectes autochtones. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Notamment au Québec, sont 2. Et ils amenaient les étudiants dans des situations, dans les communautés, Innu, Abénaquis ou Mohawk, pour vivre la réalité puis faire des liens avec les gens. Puis il y avait une belle ouverture, mais les gens revenaient en colère. Pourquoi on m'en a pas parlé plus tôt? Pourquoi on nous enseigne pas ça à l'école? Pourquoi on m'a pas encouragé à connaître les gens des communautés? Parce que pendant longtemps, amitié entre Blancs et Autochtones, c'était pas encouragé. Maintenant, il y en a, tu sais. Il y a même eu des unions amoureuses, tout ça, mais c'était vraiment pas encouragé. Donc... Et tu parles justement qu'il y a un changement au sein de la jeunesse. Je trouve même que de la part des gens issus de l'immigration, il y a peut-être une plus belle sensibilité. Je l'ai vécu quelques fois. Souvent, pendant la journée du 21 juin, si j'étais en ville, je me faisais souhaiter bonne journée nationale autochtone. C'était souvent des gens de l'immigration de d'autres pays. Et je me rappelle, j'avais été dîner dans un restaurant pas loin où je travaillais. Et les propriétaires, c'était, je pense, des Libanais, je sais pas trop. Puis ils m'ont dit, vous êtes autochtone, c'est votre fête aujourd'hui. Ben, je vous fais pas payer les taxes. Tu sais, j'ai pas à combattre le préjugé, j'ai pas à expliquer ma vie 100 fois. Il y a comme une compréhension.
Il y a des similarités par moment aussi. Un exemple, le respect aux aînés qu'on a. Ouais. Et tu sais, beaucoup de personnes issues de l'immigration, ben, si c'est des pays du Sud, ils ont vécu aussi le colonialisme. Oui. Donc, oui, ils l'ont vécu. Ouais. Ça a été un méchant massacre en Amérique du Sud. Ouais. C'est comme ma famille est originaire du Pérou. Et il me raconte que tu sais, quand nos ancêtres vivaient dans les montagnes, bien, eux, ils parlaient le quechua, l'aymara ou des langues autochtones, mais dès qu'ils arrivaient en ville, il y avait vraiment une sorte de racisme ou de discrimination. Donc, ça fait en sorte que les générations suivantes n'ont pas appris la langue. Oui. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens chez les populations autochtones ici que des fois, leur mère les encourageait plus à parler français ou l'anglais parce qu'ils pensaient qu'ils réussiraient mieux s'il y avait ces langues-là au lieu de leur langue à eux. C'est une façon de protéger leurs enfants dans leur perception à eux. Oui. Et mais justement, il y a une question que je pose à tous les invités et je voudrais te la poser. C'est si tu avais le pouvoir de transformer une chose dans notre société, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que je serais obligée d'être dans cette époque ou on peut voyager dans le temps? En général, c'est actuellement, mais si tu peux donner les deux réponses, actuellement et dans le temps, ça serait intéressant de savoir. J'irais peut-être briser un peu le continuum espace-temps en essayant d'attraper ceux qui ont écrit la loi sur les sauvages pour leur montrer qu'est-ce qui s'en vient dans le futur s'ils font ça. Et même encore plus en arrière, si on n'avait jamais été découvert, comment notre continent aurait évolué? Ouais. Ça nous a été enlevé à jamais, on ne le saura jamais. Et ça peut être un très bon roman de science-fiction aussi. C'est ça, je me demande. Mais j'ai vu qu'il y avait, j'avais vu qu'il y avait un artiste autochtone qui justement se posait cette question-là. Et j'espère qu'il va de l'avant là-dessus. Moi, je suis plus dans la poésie pour le moment et bon, les contes pour enfants. Mais puis changer actuellement. Je serais curieuse de voir, parce que là, j'étais sur un comité consultatif à la Ville de Montréal pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec la statue de John A. Macdonald, celle qui a été vandalisée à Place du Canada. Moi, je leur ai dit, mettez une statue de Joyce Echaquan pour lui rendre hommage. Si on faisait ça, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça a été bien reçu? Ça a été pris en compte dans les suggestions. Ça va peut-être finir dans un rapport plein de poussière, on ne sait pas. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Peut-être pour finir, est-ce que tu peux nous lire un poème? Oui, ben tu veux plus de l'inédit? Ce que je peux te dire, c'est que cet automne, mon 3e recueil va sortir. Ça va s'appeler Pour toutes ces perles offertes. Ah oui, OK. Aux éditions VLB. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà une date ou pas? Pas encore, mais ça s'en vient. Je te dirais, on projette mi-octobre pour le moment. Je vais regarder qu'est-ce que je peux te lire. Ça serait vraiment le fun. Attendez. Donc, on est choyé. Oui, de l'inédit. Attendez. Brutalisme colonial. Tu veux quelque chose de doux ou tu veux quelque chose de brutal? T'as le choix. Je peux t'en lire 2. Un brutal puis un doux. OK, parfait. Je vais juste mettre un contexte. Le titre, c'est « Je serai l'ombre de ton chien ». C'est le juge Vien qui avait fait comme un retour sur la mise en application de ses recommandations pour voir qu'est-ce qui avait été mis en œuvre depuis que cette commission-là avait déposé son rapport. Puis il ramenait en exemple des détails vraiment douloureux de racisme. Il se rappelait un témoignage d'un patient autochtone qui était à l'hôpital. Et le patient n'avait pas dit à l'infirmière qui l'accompagnait qu'il comprenait le français. Et l'infirmière avait été comme pour le lever puis l'amener à quelque part. Et quelqu'un préposé lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais? » Elle a dit « Je promène mon chien. » Donc, tu sais, entendre des choses de même, là. Pourquoi ça passe quand c'est un Indien? Ça marche pas. Fait que j'ai écrit un texte là-dessus. Je serai l'ombre de ton chien.
Avant, j'étais fierté. Le nomadisme m'habitait, paradoxal et si réel. Soudain, l'ère des dévastations vola nos enfants et la terre. Difficile refrain, je sais. Mais la terre n'oublie pas. Elle n'est pas sourde aux pleurs et deuils refusés. Elle ramène au soleil l'horreur et le génocide, remettant aux mères ses ossuaires sans défense, qui donne aux poètes l'encre de sang, ce même carmin qui orne le drapeau. Alors que tu promènes ton chien, je reste dans l'ombre de ta souveraineté. Moi, la poète d'une hybridité aride, moi, la femme rouge, qui derrière le noir de son regard bouille, pleure et écrit. Je serai scribe de cette chronique, d'un chapitre qui hante encore. Wow. Et ça, c'est le poème doux? Non, ça, c'est le poème brutal. Okay. L'autre, il est vraiment plus doux. Et d'ailleurs, il a même été affiché sur le mur de la grande bibliothèque. Tu le vois, oui, la nationale, ouais, à Berry? Oui. Oui. Feuilles d'automne se font belles, sous ces nuages gris saillants, se perdent dans ses réflexions et danser avec toi en rêve. Il y a des bleus qui ne s'oublient pas, ces âmes si rares et merveilleuses. Tu es mon soldat inconnu, je te laisse là intouchable. Dans ma mémoire songeuse, venir honorer cette tombe où j'ai enterré ces visions. Il y a des impossibles aveux, des insupportables passions. Je n'ai que la poésie fugace pour effleurer tes cheveux. J'ai vraiment hâte de lire le recueil. Merci. Mais ça pourrait être bien pour un prochain épisode, justement. Absolument, ouais. Absolument. Ça va me faire plaisir. Oh, moi aussi. J'ai hâte de lire ça. Je voudrais te remercier. Je sais pas, j'ai pas assez de mots pour te dire à quel point c'était intéressant. Non, merci. Ça m'a fait du bien de parler, de partager. Ça met de l'ordre dans les idées. Puis, tu sais, ce que j'aimerais surtout préciser, c'est oui, il y a beaucoup de colère dans ce que je dis. Mais tu sais, jamais je renierai la mémoire de mes parents québécois. Tu sais, il y a une partie, la partie ouverte, humoristique du Québec, de cette société-là qui essaye de comprendre ce qui lui arrive. Je la trouve intéressante. Je l'aime aussi. Tout comme j'aime ma nation et sa grande force de résilience. Mais ne me demandez pas de choisir. Exactement. Ne me demandez pas de choisir. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Maya. Merci.